Si vous avez besoin de créer un serveur web ou encore d'apprendre le langage PHP, il faut comprendre la logique de fonctionnement d'un site web. C'est ce que je vais vous proposer dans ce cours. Donc en gros, je vais répondre à la question: que se passe-t-il lorsqu'on affiche une page web sur notre ordinateur? Alors pour information, le cours contient quelques simplifications afin de faciliter sa compréhension. Alors il faut savoir qu'un site web est stocké sur un serveur quelque part dans le monde. Alors qu'est-ce qu'un serveur web? C'est une machine physique qui est située quelque part dans le monde, je l'ai déjà dit, sur laquelle est installé un système d'exploitation. Par exemple, pour la plupart des cas, on trouvera Linux, et généralement il s'agit de la distribution Debian qui est très utilisée pour créer les serveurs web. On pourra également trouver une version de Windows spécifique, c'est-à-dire Windows Server. Alors une machine, je vous parlais de machine qui est stockée quelque part dans le monde, il faut pouvoir la retrouver pour lui demander les pages que l'on souhaite afficher dans notre ordinateur. Eh bien cette machine est identifiée par un numéro que l'on appelle adresse IP. Donc vous voyez ici, il y a 66.249.64.125. En fait, il s'agit d'un serveur chez Google. Alors une fois que le système d'exploitation est installé, c'est-à-dire soit Debian, soit Windows Server, dans les exemples que j'ai cités, eh bien il va falloir installer un service spécifique. On peut voir un service comme un logiciel, et ce service va permettre de prendre en charge le protocole HTTP. Le protocole HTTP, c'est ce que vous voyez généralement au début des URL que vous tapez dans votre navigateur. Alors le service HTTP, en fait, il peut être mis en œuvre avec différents logiciels comme Apache, c'est le plus répandu, hein. NGINX qui est de plus en plus utilisé. Alors les deux que je viens de citer, c'est possible si on a installé un système Linux, par exemple Debian. Et ensuite vous avez 2IS qui est le service qui prend en charge HTTP sur les serveurs Windows. Alors le protocole HTTP va permettre de répondre à des requêtes qui sont effectuées depuis les navigateurs. Donc vous connaissez probablement Chrome, Edge, Firefox, Safari ou un de ceux-ci. Alors un navigateur va demander une page web. En fait, il va demander un fichier, on va y revenir, à une machine qui est identifiée par un nom. Et c'est ça qui désigne le terme de nom de domaine. Par exemple, je vous ai mis une URL HTTP que l'on voit en orange, donc ça c'est le protocole. Un site.fr, ce sera le domaine. Alors le domaine va correspondre à un serveur physique situé quelque part dans le monde. Et page 1.html, en fait c'est le contenu du fichier que l'on veut afficher à notre écran. Donc grâce au service installé, notre machine, on peut lui donner le nom de serveur web. Donc un site web est consulté depuis un navigateur, mais il se passe quelques petites choses avant de pouvoir récupérer la page à afficher. Par exemple, là, nous avons notre poste client qui est désigné par un navigateur, donc Chrome, Edge, Safari ou Firefox. L'utilisateur saisit une URL, donc on voit bien qu'il commence par le protocole HTTP, suivi du nom de domaine, suivi de page 1.html. Ensuite, quelque part dans le monde, il y a notre fameux serveur web, qui a une adresse IP 66.249.95.27. Le problème ici, c'est que le navigateur doit connaître l'adresse IP du serveur associée au domaine, puisqu'ici on lui a indiqué va chercher la page 1.html sur le serveur qui s'appelle unsite.fr. Or, ici, dans l'état actuel des choses, il ne sait pas que unsite.fr correspond à l'adresse IP 66.249.95.27. Donc il va commencer par interroger ce qu'on appelle un serveur DNS, Domain Name System. Par défaut, c'est un serveur, une information qui est fournie par notre fournisseur d'accès à Internet. Donc voilà comment ça se passe. Le navigateur va faire une requête DNS et en fait, ce serveur DNS va contenir toutes les adresses IP associées au nom de domaine. Alors en fait, en réalité, il ne les contient pas toutes. S'il ne trouve pas la réponse, il va contacter un autre serveur DNS et ainsi de suite jusqu'à obtenir la réponse. Et dans un de ces fichiers, on va pouvoir trouver une ligne qui va associer ici un site.fr à une adresse IP, c'est-à-dire l'adresse IP de notre machine qui est à notre droite.
Suite à cela, le serveur DNS va répondre au navigateur et lui dire attention, ce que tu cherches c'est 66.249.95.27. Maintenant le navigateur connaît l'adresse IP du serveur web et il peut faire la demande de la page 1 au serveur 66.249.95.27. Le serveur récupère le contenu du fichier et le contenu du fichier s'affiche dans notre navigateur. Alors dans la suite du cours, je vais omettre volontairement l'aspect DNS pour pas compliquer la compréhension de ce que je vais vous présenter. Mais n'oubliez pas que si le navigateur ne connaît pas l'adresse IP du serveur web, il procédera à une requête DNS et les navigateurs en fait stockent temporairement dans leur cache les associations DNS qu'ils récupèrent. Et parfois il vide le cache et puis il refait la requête DNS lorsqu'il n'a plus l'information en mémoire. Alors, on va voir le premier cas qui concerne une demande d'une page web ne contenant que du HTML. Alors le serveur web est installé sans aucun autre service. Donc nous avons notre poste client. Notre poste client va saisir une URL depuis le navigateur. Donc ici il demande page1.html. Donc il joint le serveur web. Le serveur web, grâce au service web, c'est-à-dire Apache ou Nginx ou 2IS qui est installé sur la machine, va comprendre qu'il doit servir le contenu de la page 1.html. Alors lui, ce qu'il envoie, c'est tout le contenu, c'est-à-dire le HTML avec les balises. Donc le serveur envoie le contenu du fichier et le navigateur qui est sur l'ordinateur du client va interpréter le HTML et afficher le résultat. Ça, c'est le fonctionnement de base. Maintenant, nous allons voir un cas où une page web contient du code PHP. Donc là, nous retrouvons notre serveur qui est installé sans aucun autre service. Donc nous retrouvons notre navigateur avec la même URL qui est saisie tout à l'heure. Par contre, là, on va écrire page1.php puisqu'il s'agit d'un fichier contenant du PHP. Donc la demande est faite au serveur qui s'appelle unsite.fr. Le serveur, lui, comprend qu'on lui demande de servir le fichier page1.php et on s'aperçoit ici qu'il y a deux éléments encadrés par des balises PHP, ce qui veut dire que c'est du PHP. Mais le serveur, n'ayant aucun service d'installer, ne comprend pas qu'il s'agit du PHP. Pour lui, il s'agit d'un texte tout simple, c'est-à-dire que pour lui, il considère que c'est comme du HTML. Donc il va envoyer le fichier tel qu'il est au navigateur qui a fait la demande. Donc le serveur envoie le contenu du fichier, à savoir du HTML. Donc il envoie le code source tel qu'il est dans ce fichier. Et puis le navigateur, lui, va afficher ça de la façon la plus classique, c'est-à-dire qu'il va considérer que le PHP est du simple texte. Donc on va voir nos instructions PHP à l'écran de notre navigateur. Donc si ça vous arrive, ça veut dire que votre code PHP n'a pas été interprété par le serveur. Alors que faut-il faire dans ce cas-là? Eh bien il va falloir installer un service, c'est ce qu'on appelle un interprète PHP. Donc c'est le cas suivant, ici nous nous retrouvons avec une page web contenant du PHP, mais avec un interprète PHP. Donc nous retrouvons notre navigateur, nous retrouvons notre serveur web. Par contre, cette fois-ci, on va installer sur le système d'exploitation un service supplémentaire que l'on appelle un interprète PHP. Le serveur web est alors capable d'exécuter le code PHP dans les fichiers qui auront l'extension PHP. De fait, lorsque l'utilisateur saisit la même URL que précédemment, il va pouvoir faire une demande à notre serveur qui dispose maintenant du service interprète PHP. Donc l'extension PHP va indiquer que le fichier peut contenir du code PHP. Grâce à l'installation de notre service, le serveur va savoir qu'il doit traiter ce code. Ici, nous retrouvons dans le cadre jaune et souligné de jaune notre code PHP qui va faire l'objet d'une interprétation par notre interprète PHP. Suite à cela, notre fichier va être rendu et nous voyons ici qu'il n'en ressort que du code HTML. Et c'est ce code HTML qui, comme toujours, est renvoyé par le serveur ici à notre navigateur. De toute façon, un navigateur ne sait pas interpréter du code PHP. Et là, on voit que maintenant, on n'a plus notre code PHP qui s'affiche puisque nous avons bien, bonjour, nous sommes le 30-10-2016. Maintenant, nous allons voir un cas différent.
lorsque on a un script PHP qui contient une requête SQL. Donc il va falloir rajouter un serveur de base de données en plus du serveur web. Donc nous retrouvons notre client, nous retrouvons notre serveur web et nous allons considérer que notre interprète PHP est déjà installé. Et nous allons ajouter un autre service, c'est l'installation d'un serveur de base de données. Donc il y a plusieurs systèmes qui permettent de gérer les bases de données. Le plus connu et gratuit, c'est MySQL. Vous avez Postgre, Oracle, SQL Server. Vous avez beaucoup de bases de données maintenant. Et il est possible d'installer le serveur de base de données soit sur la même machine, c'est-à-dire qu'on va avoir notre système d'exploitation sur lequel on a installé notre service web plus l'interprète PHP et plus le service de gestion de base de données, ou on peut le faire sur une autre machine physique. Une fois ce service installé, on va pouvoir entrer l'URL dans le navigateur en indiquant qu'il s'agit bien d'un fichier PHP. Le serveur comprend qu'il doit servir la page PHP. Et ici, je vous ai mis un peu de code PHP dans le fichier qui contient une demande de requête SQL. Vous avez la ligne ici qui indique que l'on se connecte sur notre propre serveur, puisque c'est localhost, donc ça veut dire que le serveur est installé sur la même machine que le serveur web. Ici, nous interrogeons une base de données qui s'appelle bibliothèque en tant qu'utilisateur root sans mot de passe. Bon, c'est un exemple, hein, c'est pas sécurisé. Ensuite, nous avons fait une requête où on demande les informations du livre ayant l'ID 1526. Donc nous envoyons la requête et ici nous récupérons le résultat dans la variable $line et nous essayons d'afficher le titre du résultat obtenu par la requête. Ensuite, l'interprète PHP va faire son travail, donc il va exécuter le code PHP. On va du coup créer une connexion serveur de base de données, on va obtenir la connexion, on va envoyer la requête et on va récupérer le résultat dans l'interprète PHP. Une fois que cela est fait, notre serveur va renvoyer exclusivement du HTML comme dans les cas précédents. C'est ce HTML qui va être envoyé ici à notre navigateur et du coup notre navigateur va interpréter le HTML comme d'habitude. Alors, par contre, comment vais-je faire pour créer un site web s'il faut un serveur web? Puisqu'on a compris le fonctionnement maintenant, il faut trois éléments. Il faut un serveur web, c'est-à-dire un système d'exploitation sur lequel on installe un service qui prend en charge le protocole HTTP. Il faut un interprète PHP si jamais on a besoin d'écrire des pages avec du PHP. Et il nous faudra un service de gestion de base de données si jamais on a besoin de stocker des données dans une base. Donc la première solution, c'est l'utilisation de vraies machines. Donc ici, il s'agirait d'installer un Linux Debian, j'en ai déjà parlé, donc il pourrait s'agir d'une autre distribution, hein. Donc sur une machine physique cette fois-ci. Donc on peut aussi, une fois qu'on a installé Debian, installer un interprète PHP et le service Apache. Alors on prend Apache, ça pourrait être NGINX comme je l'ai dit précédemment. Donc ça va permettre de prendre en charge le protocole HTTP. L'interprète PHP va permettre d'exécuter du PHP dans les pages, dans les scripts. Ensuite, on peut également installer un serveur de base de données soit sur une autre machine physique, donc il faudra réinstaller par exemple Linux Debian, ou on peut l'installer, comme je l'ai pris dans mon cas d'exemple, on peut installer le serveur de base de données sur la même machine. Alors c'est une solution qui est très proche de la réalité, hein, puisque quand on loue un hébergeur, c'est un peu comme ça que ça se passe. Par contre, c'est lourd à mettre en œuvre parce qu'il va falloir au moins une ou deux machines physiques, sans compter la machine du développeur. Et en plus, il faut des compétences spécifiques pour installer le système d'exploitation et les différents services, ainsi que pour assurer la maintenance des machines. Par contre, la configuration est hautement paramétrable. Il est possible d'ajouter des services pour personnaliser le serveur. Donc on peut vraiment préparer un serveur aux petits oignons en fonction de ses besoins. La solution 2, c'est utiliser la virtualisation. Par exemple, on utilise le logiciel VirtualBox et on crée une machine virtuelle. Alors j'ai fait des cours qui vont dans ce sens sur ma chaîne. Ensuite, sur la machine virtuelle, elle va se comporter comme une machine physique. Au bout du compte, on va installer par exemple un Linux Debian et puis on va installer Apache et puis un interprète PHP comme on le fait sur une machine physique. On pourra également installer un serveur de base de données, donc soit sur une autre machine virtuelle ou soit sur la même machine.
Alors c'est une solution qui s'approche de la réalité, puisque la seule différence, c'est que on a utilisé des machines virtuelles plutôt que des machines physiques. Donc, ce qui veut dire que on a besoin que d'une seule machine, et le gros avantage, c'est qu'on peut même développer sur la machine sur laquelle les serveurs tournent. Alors, par contre, elle va nécessiter les mêmes compétences que pour la solution 1, à savoir installation d'un service, installation d'un système d'exploitation, mise à jour, maintenance, etc. Par contre, on peut absolument tout paramétrer comme dans la solution 1. Alors ça, c'est vraiment une solution idéale puisqu'elle est très peu coûteuse et on est très proche de la réalité. Ensuite, vous avez la solution 3, c'est l'utilisation d'un logiciel 3 en 1. Par exemple, vous avez le logiciel WAMP Server qui est gratuit, qui permet, lorsqu'on l'installe, d'avoir automatiquement installé un serveur web qui est Apache, un interprète PHP et un serveur de base de données. Et en plus, il rajoute même une interface d'administration pour les bases de données. Donc ça prend quelques minutes à l'installer. C'est une solution très simple et très rapide à mettre en œuvre. C'est peu coûteux puisque le logiciel est gratuit. Ça ne nécessite aucune compétence particulière en dehors de l'installation d'un logiciel. Par contre, on s'éloigne de la réalité parce qu'il est difficile, voire impossible parfois, de rajouter des services à notre serveur. Par contre, on peut tout faire sur la machine du développeur. Donc ça, c'est une solution idéale quand on commence à apprendre la programmation. Donc sachez qu'il existe d'autres solutions. Par exemple, vous pouvez faire des recherches sur les termes Docker et Vagrant si vous êtes curieux. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à bientôt.